Bonjour à tous et bienvenue au 12h45. Voici les titres. C'est l'un des corps de métier sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé. L'aide-soignant qui contribue à l'autonomie et au bien-être des patients zoome sur ce métier dans cette édition. Et de plus en plus, la transhumance est un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pour y pallier, la sédentarisation est souvent préconisée. Et enfin, on parlera des traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel dont la sauvegarde apparaît aujourd'hui comme indispensable. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants. Maillon essentiel de la chaîne du soin, ils assistent le personnel soignant et assurent aussi la propreté des plateaux techniques. Qui peut donc être un aide-soignant? Zoom sur ce métier avec Rodrigue Bondouma et Patrick Adjagodjou. Au service social de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit les dire, mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. On parle à présent de ce système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. La transhumance, un phénomène qui crée très souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et pour réduire les dégâts justement liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation est de plus en plus évoquée. Un agronome nous en parle au micro de Olivier Aplakou et Amandine Anyambosso. Fondamentalement, c'est
les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Culture, à présent avec le patrimoine culturel immatériel qui est un facteur important de développement, surtout pour les pays comme le Bénin. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain.
Hors du Bénin, direction le Cameroun où le taux de fréquentation des hôpitaux est en chute libre depuis l'apparition du coronavirus. Les patients craignent de contracter le mal en allant se faire soigner pour d'autres pathologies. C'est un constat de notre confrère Oswald Medung de la CRTV. Le nouveau visage que présentent les formations sanitaires est le même pour toutes. Crise du Covid-19 oblige. Les gens ont peur pour leur vie, ils restent chez eux, ils ne viennent plus trop à l'hôpital, donc il y a une réduction de la fréquentation. Mais ce n'est là que le bout visible de l'iceberg. Le mal est plus profond, une fois passé le constat de la désertion, avec comme première victime l'hôpital lui-même. Sur le plan financier, il y a un impact, bien sûr. L'hôpital a besoin de fonctionner. Et deuxièmement, également, c'est un hôpital qui reçoit les stagiaires, qui reçoit, du point de vue de la formation continue et tout, il y a un ralentissement d'activité de ce côté-là. La crainte des professionnels de santé, c'est de voir la crise perdurer. Et pour cause... Personne ne peut dire quand ça va s'arrêter. Alors, si les gens restent chez eux avec leur maladie, l'habileté, parce que quand on fait un truc tous les jours, on est tellement à l'aise. Mais si on le fait une fois en passant, autant de conséquences. Les patients, acteurs de la désertion, ne sont pas en reste. La hantise de l'hôpital n'est pas sans conséquences, même pas pour eux. La conséquence, c'est par exemple que quelqu'un a une pathologie grave, mais parce qu'il a peur de venir à l'hôpital, il ne se fait pas diagnostiquer à temps. Il viendra vraiment quand il est serré, il n'en peut plus. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Moi, j'ai eu des malades qui m'ont dit, on a dit que c'est les gens comme nous, là, et puis je suis vieux, qui meurent facilement, donc je ne viens pas. Et si vous avez si c'est un diabétique par exemple, il reste avec son diabète à la maison, il n'est pas suivi, c'est le diabète aussi qui va l'emporter à la maison. Malgré la crise sanitaire et un taux de fréquentation en chute libre, les hôpitaux gardent tous leurs services opérationnels, dans l'attente du moindre patient. Au vu des conséquences, dont certaines sont aujourd'hui désastreuses, la survie des formations sanitaires dans la durée repose sur un retour à la normale. Mais en attendant, chaque hôpital développe les stratégies à même de le maintenir à flot dans cette tempête covidienne. Et ce sera tout pour ce 12h45. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.